Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous ferons aujourd'hui le premier bilan du printemps japonais. J'ai 4 livres. Je prévois de faire un deuxième bilan pour éviter que ça soit trop lourd et éventuellement un vlog littéraire qui porterait sur le livre de non-fiction. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire une recette de soupe de nouilles, ma recette personnelle, écrite sur un petit bout de papier, comme il se doit d'une femme moderne en 2021. Bref, c'est pas exactement une recette typiquement japonaise, mais je me dis bon, c'est une recette, on va dire asiatique, asiatisante. Donc je pensais faire ça aujourd'hui, et si vous voulez que je fasse quelque chose d'un peu plus traditionnel pour le prochain bilan, vous pouvez me le dire et comme ça je regarderai un petit peu quelques recettes qu'on pourra faire ensemble. La première étape, c'est de faire cuire les nouilles. Moi j'ai pris celle-là, bon. Peu importe, j'y connais rien en nouilles personnellement, j'ai juste acheté celles que je trouve au magasin. Donc celles-là, il faut les faire cuire et après les rincer. Il y en a qu'il faut rincer avant. Donc je vais faire cuire les pâtes et je reviens. Pendant que les pâtes sont en train de bouillir, on va couper les oignons, l'ail et la citronnelle. J'ai pris un oignon rouge parce que c'est mes préférés. Celui-là, il va falloir que je le plante. On va pas l'utiliser. Donc voilà. Bon, ben vos oignons, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se coupe. Et je vais parler du premier livre. Donc c'est Je suis un chat de Natsume Soseki. Voilà. Qui est sorti entre 1905 et 1906. Donc c'était la période Meiji. La période Meiji, c'est entre 1968 et 1912. C'est une période qui est assez importante parce que c'est une période de révolution industrielle, culturelle et politique. Et d'ailleurs, je trouve que ça se ressent bien dans les Dames de Kimoto, mais j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on passe d'une période un peu d'isolement pour le Japon à une période où on va vraiment s'ouvrir au monde, on va vraiment s'ouvrir à la culture notamment occidentale. Et je pense que je ne suis pas une experte au niveau du Japon, mais c'est de là qu'on ressent un petit peu où naît cet oscillement entre amour des traditions et curiosité pour une culture différente occidentale, qui je trouve se retrouve quand même parfois dans la littérature contemporaine. Là encore, je ne suis pas une experte, mais par exemple, si vous lisez Murakami, il est assez connu, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà lu, on sent quand même cet intérêt pour la culture occidentale, même s'il y a toujours cet amour pour sa propre culture, son propre pays, etc. J'ai coupé les oignons rouges, maintenant on va faire l'ail. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que, d'après ce que j'ai lu, c'est le livre qui a rendu cet auteur, donc Natsume Soseki, célèbre, et ça a été apparemment un peu plus un hasard que quelque chose de prévu. Concernant le contexte dans lequel le livre est... Est-ce qu'on peut parler de naître pour un livre? Je ne sais pas. Le contexte dans lequel le livre a été écrit, à la base, ça a été pour un journal. D'ailleurs, il me semble que c'est une de ses connaissances qui l'a poussé à écrire une nouvelle pour le journal, qui était donc le premier chapitre du livre. Et cette nouvelle-là a été tellement populaire qu'on lui a demandé de continuer à écrire. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez lu le livre, vous avez peut-être remarqué comme une sorte de coupure entre le premier chapitre et les autres chapitres. On sent vraiment que le premier chapitre se suffit à lui-même et peut exister en tant que nouvelle. Et c'est quelque chose d'assez important pour un point que j'évoquerai tout à l'heure. Alors concernant l'histoire, comme vous vous en doutez, c'est l'histoire d'un chat. C'est un chat qui se donne dans une maison et qui nous raconte tout simplement sa vie de chat, son quotidien, et qui nous donne sa perspective sur les hommes, leur vie. Et voilà, et c'est tout. Maintenant, on va passer à la citronnelle. Comment ça s'ouvre? Ah. Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Je trouvais qu'il avait un style très précis, très piquant, très drôle. Et il arrive vraiment à rendre des choses intéressantes, des choses banales, intéressantes.
comme la scène, si vous l'avez lu, je sais pas si vous vous en souvenez, où le chat mange un mochi et le mochi reste collé à ses gencives. En soi, vous allez me dire c'est totalement inintéressant, mais la façon de le décrire, j'ai trouvé que c'était tellement drôle cette scène, c'était tellement... En fait, c'est vraiment le style de l'auteur qui donne qui fait tout le piment du livre. J'ai trouvé aussi que les notes de bas de page étaient vraiment intéressantes et qu'elles nous donnaient vraiment des informations qui nous permettaient de mieux comprendre certains aspects culturels, donc ça c'était vraiment pas mal. En tant que grande amoureuse des chats et personne ayant grandi entourée de chats, j'ai retrouvé vraiment certains éléments. On sent que il a observé du moins son propre chat pendant assez longtemps avant de faire ce livre, ou qu'il en a été au moins autant amoureux que toute personne ayant déjà eu un chat. Et c'était assez intéressant, assez drôle de voir en fait tous les raisonnements fictifs qu'il pouvait trouver au comportement de chats qui peuvent nous sembler étranges à nous en tant qu'humains. Ce qui était assez drôle aussi, c'est quand il décide de faire du sport, donc le chat, et qu'il y a des explications en fait où je vois ce qu'il veut dire, ou quand on voit un chat et on se dit mais tu t'es vraiment obligé de sauter là-dessus? Non, mais il donne une explication comme quoi c'est un mélange d'adresse et de sport et de... En fait, il faut vraiment l'avoir lu pour comprendre, je pense. En tout cas, les parties concernant le chat, j'ai absolument adoré. Les parties concernant les hommes, quand il nous raconte un petit peu les discussions entre les hommes, sont un peu plus longues. Et je comprends pourquoi il a fait ça. Il y a vraiment une forme d'authenticité dans ces dialogues. Mais parfois c'est vrai que c'était un petit peu long et j'ai été un petit peu moins intéressée parce que les parties sur le chat étaient quand même plus drôles et un peu plus originales. Là je vais couper du brocoli et un bout de carotte que je vais faire cuire à la vapeur. Je vous montrerai avec quoi je le fais cuire parce que je trouve que c'est hyper pratique. Bref, pour en revenir au livre, il y a une critique qui revient assez souvent où les personnes, même les personnes qui ont aimé le livre, disent que la fin était un peu longue. Et je comprends. Franchement, les 2-3 derniers chapitres, je pense que c'était les 100 dernières pages. C'est vrai que c'était un peu long. Et ça manquait un peu de direction. Et la fin a été à la fois longue et à la fois abrupte en fait. Et je pense que c'est dû au contexte dans lequel a été créé ce livre-là. Parce qu'à la base, l'auteur, comme je vous ai dit, n'avait pas prévu d'en faire un roman. C'était juste comme une série qui est apparue. Même le fait que ce soit une série, c'était pas prévu. Donc cette série littéraire-là qui est apparue dans un magazine littéraire, un journal littéraire. Et il a continué jusqu'à ce que les gens se lassent en fait. Donc je pense que ça explique un petit peu le fait que ça aille un petit peu en longueur, que ça perde un petit peu de sa direction, de la direction qu'on avait vraiment au début du livre. On se demande où ça va et pourquoi ça s'arrête comme ça. En tout cas, même si j'ai trouvé la fin moi-même aussi un peu longue, je dois vous l'avouer, je trouve que le livre en tout, dans son ensemble, c'était vraiment un bon livre et j'ai beaucoup aimé, je peux le recommander. Pour faire cuire les brocolis et les carottes à la vapeur, j'utilise cette sorte de fleur en métal, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc on met juste un peu d'eau dans la casserole, on met ça par-dessus et c'est vraiment pratique, je peux vraiment recommander parce que j'avais vu les prix des machines pour faire cuire à la vapeur, c'est vraiment très cher. Et ça m'a coûté peut-être 12-13 € si je me souviens bien, je suis pas très sûre, mais ça coûte pas très cher, donc je peux vous le conseiller. Pendant que mes légumes cuisent, je vais couper du tofu. Moi j'en ai pris du nature, j'aime bien. Et je vais le mettre comme ça dans la soupe. Vous pouvez le faire mariner si ça vous plaît plus. Moi personnellement j'aime bien nature, donc ça va. Le deuxième livre, hop, on va enlever celui-là, c'est Les Dames de Kimoto, qui est sorti en 1959, il me semble, au Japon. Et donc on suit une famille, 4 femmes. Et c'est censé, donc de la fin du 19e siècle à la moitié du 20e,
Et c'est à travers l'histoire de ces trois femmes, on est censé donc suivre l'évolution de la situation de la femme au Japon. Si je dois être tout à fait sincère, j'ai été un petit peu déçue par le livre. C'était pas mauvais, mais j'ai trouvé que c'était un peu, on restait trop en surface, que ce soit concernant les questions sociales, les questions de l'évolution de la situation de la femme, justement parce que c'est quand même un peu la question dans le livre, cette révolution culturelle dont je parlais un petit peu avant, qui se voit parce qu'il y a la première femme qu'on suit, elle va être très traditionnelle, très attachée aux normes traditionnelles japonaises, alors que la deuxième va être un peu plus rebelle, on va dire, et va s'identifier un peu plus avec certains mouvements occidentaux. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a gênée plus qu'autre chose. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur, que ce soit pour ces questions-là, culturelles, sociales, mais aussi psychologiques. J'ai trouvé les portraits des personnages pas forcément des plus réussis, surtout celui de Fumio, je ne sais pas comment ça se prononce, donc la deuxième. Celle qui m'a le plus intéressée, je dirais que c'est Anna, la première, parce qu'à travers son personnage, on ressent quand même peut-être comme une prise de conscience, mais pas, je sais pas comment dire, pas stéréotypée. J'ai trouvé que Fumio était un petit peu trop stéréotypée et en même temps stéréotypée féministe, etc., mais en même temps pas si féministe que ça. Et j'ai aussi été intéressée... Non, attendez, Anna, c'est pas la première, du coup, c'est la deuxième. Bon, peu importe. J'ai aussi été intéressée par la toute dernière, du coup, parce qu'en fait, je ne sais pas, il y a écrit 3 générations, mais... Je ne sais pas, du coup, puisqu'il y a 4 femmes, je ne sais pas qui sont les 3 générations, du coup. Bref, la toute dernière, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant, son personnage, le contexte, etc., et que ça se reflétait aussi dans notre société contemporaine parce que la toute dernière, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille de Fumio, la petite fille d'Anna, elle a grandi en partie à l'étranger, en partie au Japon, et elle est finalement un peu une étrangère partout. Elle est japonaise, mais pas entièrement japonaise. Il y a plusieurs questions qui sont abordées par rapport à cette identité, par rapport à comment je suis perçue par rapport aux autres, par rapport aux Japonais qui sont restés au Japon, par rapport aux étrangers en dehors du Japon. Donc j'aurais bien aimé en savoir plus sur cette dernière jeune femme, parce que je pense qu'elle est adolescente à la fin, parce que je trouvais que c'était vraiment une question intéressante. Après, concernant la question de la femme, etc., bon, c'était pas non plus renversant, c'était pas non plus transcendant. Napolita a parlé de ce livre dans son bilan, puisque ça faisait partie des lectures de son club de lecture, en disant « Je peux comprendre que pour l'époque, puisqu'il a été publié dans les années 50-60, c'était déjà quelque chose qui transgresse un petit peu les règles de ce qui est fait. Je peux comprendre, mais c'est vrai que en tant que lectrice contemporaine, il y a certaines choses qui m'ont manqué. Donc j'aurais aimé que ça soit plus développé, j'aurais aimé que ça soit plus long, qu'on aille plus en profondeur sur ces questions-là, qu'on aille plus en profondeur sur les éléments culturels aussi, parce que j'ai trouvé que on parle d'éléments culturels, il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas d'explication dans le texte, ou il y en a très peu, c'était vraiment dommage. Et je pense que quand c'est une saga familiale, on peut vraiment étendre le texte sur une longueur vraiment plus importante, comme par exemple une saga familiale qui était vraiment réussie. C'est Pachinko je crois que l'autrice s'appelle Min Jin Lee. Donc là, c'est une autrice coréenne. Elle est née en Corée, elle a émigré avec sa famille aux États-Unis après. Où là, vraiment, je peux vous conseiller. Ce livre-là, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai jamais lus. Et quand on compare les deux, quand on a cette comparaison de Pachinko où il y a tous ces éléments-là qui sont vraiment bien développés, historiques, politiques, culturels, l'aspect psychologique des personnages, je vois tout le potentiel du coup des dames de Kimoto, mais je vois aussi tout ce qui a manqué malheureusement. Mes légumes sont cuits, donc on va passer à l'étape suivante, et j'ai oublié de vous montrer
C'est les champignons, on voit pas là en fait. C'est les champignons, je sais pas si vous voyez bien. Je les ai fait tremper dans de l'eau parce qu'ils étaient déshydratés et voilà, on les laisse tremper dans de l'eau pour qu'ils se réhydratent et après on les met dans la soupe ou dans ce qu'on veut. Donc ce que je vais faire là, je vais prendre de l'huile de coco dans une casserole. Je vais faire cuire donc mes oignons, ail, citronnelle, on voit pas. Bref, je vais faire cuire ça avec un peu d'huile. Après ça, je vais mettre 2 cuillères à soupe de curry. C'est de la pâte de curry. Moi, j'ai pris jaune. Je pense que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je ne sais pas. Et après, ce que je vais faire, je regarde sur ma recette. Je vais mettre du bouillon. Alors, je pense que si vous en faites beaucoup... Moi, je m'étais noté à l'époque, jadis, 500 ml de bouillon et 200 ml de lait de coco. Je ne sais pas si je vais en mettre autant aujourd'hui parce que je vais essayer de faire une portion pour moi toute seule parce que ça, à la base, je crois que c'était pour 2 personnes ce que j'avais fait. Et après, je vais rajouter un peu de sauce soja. Je n'ai pas de mesure exacte. Je rajoute les légumes, le tofu, les champignons, les nouilles. Et après, je vous retrouve. Et j'ai oublié de vous dire pour les brocolis, si vous faites cuire des brocolis, que ce soit à l'eau ou à la vapeur, vous pouvez, si vous aimez qu'ils restent croquants, les plonger dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. J'ai mes plantes parce que hier j'ai oublié de les arroser et c'était le jour d'arrosage. Donc voilà, elles sont dans ma cuisine. C'est vraiment pas très pratique, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu du coup quand même comment je fais tout ça. Bon, huile de coco qui se présente comme ça. Je voulais vous montrer en même temps, mais c'est un peu compliqué de faire la cuisine et de tenir la caméra en même temps. Donc il va falloir suivre les indications orales que je vous donne. Donc j'ai mis l'huile de coco, je vais mettre le reste, donc les oignons, la citronnelle et l'ail. Donc là je vais laisser un petit peu revenir, je pense qu'on dit revenir. Je n'ai aucune idée de comment on fait la cuisine. En fait je fais un vlog sur ça parce que on m'a donné ce feedback là sur Instagram, mais je ne connais pas les termes. Donc on va les faire revenir il me semble. Et après j'ajouterai la pâte de curry. Je vais rajouter la pâte de curry et je pense que je vais en mettre, j'en mettrai qu'une seule cuillère en fait. Ouais, je vais en mettre qu'une seule cuillère parce que je pense que je vais mettre finalement pas 500 ml de bouillon, je vais en mettre 250 vu que je vais manger toute seule. Pour le bouillon, on peut le faire soi-même. Moi, j'ai acheté directement du bouillon de légumes et je vais mettre, c'est en poudre, je vais verser sans mesure, on va verser un petit peu au pif. Et 250 ml d'eau. Pour le lait de coco, donc j'ai cette énorme bouteille parce que j'ai utilisé pour faire une tarte ce week-end. Je pense que je vais en mettre 100 ml. Sauce soja, donc celle-là elle est réduite en sel et je pense que je vais en mettre une cuillère à soupe. Je suis désolée, je me rends compte que ça fait pas du tout professionnel ce que je suis en train de faire comme recette parce que si vous ne savez pas faire la cuisine, en fait ça n'aide pas du tout puisque je mets à peu près tout au pif. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et là je vais rajouter tous les derniers éléments, donc le tofu, les carottes, les brocolis, les champignons et les nouilles. J'ai pas vraiment les bonnes assiettes donc j'ai mis dans une assiette, je sais pas si ça se voit là, une assiette creuse. Et je vais rajouter des cacahuètes, donc pas salées ni rien, des cacahuètes nature. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est ce genre de truc, vous voyez ce genre de salade asiatique, comme il y a écrit dessus. Enfin vous voyez ces mélanges qu'on peut acheter tout prêt, vous pouvez rajouter ça ou vous n'êtes pas obligé. J'ai pas réussi à vous montrer tous les livres pendant que je préparais le repas. Donc je vais vous manger en même temps, mais je couperai les parties où je mange parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas ça et je peux comprendre. Le 3e livre, c'était Le Grenier de Yoji Sakate. Et je ne sais pas si je me suis référée à cette personne en tant qu'homme ou femme, mais j'étais persuadée que c'était une femme, en fait, c'est un homme. C'est donc un dramaturge qui est né en 1962, qui a étudié la littérature japonaise et je trouve que vraiment ça se sent dans cette pièce. C'est une pièce de théâtre parce qu'il y a pas mal de références et je dois vous avouer que j'étais bien contente d'avoir certaines notes parce que si on ne connaît pas la littérature japonaise, il y a vraiment des références
très précises. J'ai pas préparé de notes, donc j'espère que ce sera pas trop fouillis mon bilan. En tout cas, pour l'histoire, c'est... il y a des greniers qui sont vendus, des greniers en kit. En fait, c'est plutôt comme des petites cabanes. Et les personnes peuvent acheter un grenier en kit, c'est des toutes petites pièces. Et elles font ce qu'elles veulent dans cette pièce. Et la première personne se suicide et son frère aîné va essayer de retrouver la personne qui a fabriqué le premier fabricant de greniers en kit. Et on va avoir l'histoire de plusieurs personnes, certaines qui vont revenir, parfois un petit peu déroutant, certaines personnes qui reviennent pas forcément, qui ont des greniers en kit, qui les utilisent pour différentes choses. Il y a certaines scènes, je dois vous avouer, qui sont un petit peu dérangeantes. Il y a certaines scènes, bon, rien de particulier, mais certaines scènes où on évoque certains tabous, il y a certaines violences, même s'il n'y a pas de violence directement dans les scènes, il y a des violences qui sont évoquées. Donc il y a certaines choses qui m'ont un peu surprise. Et alors je sais pas si je m'attendais pas en fait à ce que ce soit plusieurs petites histoires comme ça. Je pensais vraiment qu'on allait suivre une seule personne. Mais non, c'est vraiment plusieurs personnes qui se complètent donc sur la thématique notamment de l'enfermement. Et donc il y a je sais pas si vous connaissez les hikikomori, il me semble qu'on dit. Des personnes, c'est un phénomène... je sais pas si c'est né au Japon, mais en tout cas c'est très connu là-bas. Des personnes qui s'enferment chez elles, qui n'ont plus de lien avec le monde extérieur, seulement au travers d'internet, et qui n'ont aucune envie de retourner dans le monde extérieur. Qu'on appelait, de mon temps, de ma jeunesse, des no-life. Enfin, vous voyez le genre de personne qui vraiment va vouloir rester enfermée dans sa chambre, pas sortir, pas avoir d'amis, avoir des amis éventuellement que au travers d'internet, jouer en ligne, et vous voyez ce genre de choses-là. Alors je dois dire que je n'y connais rien, que ce soit en théâtre, que ce soit en littérature japonaise, ce sont vraiment des domaines où je n'ai pas vraiment de compétences, et j'ai pas trop compris si c'était des... Normalement en France on a le classique, les scènes et les actes. Là on a juste des numéros, donc je sais pas si c'est l'auteur qui a décidé de faire comme ça, ou si c'est comme ça au Japon, qu'il n'y a pas de scène et d'acte. Je ne sais pas, je dois vous avouer que c'est la première fois que je lis une pièce de théâtre japonaise, donc si quelqu'un a quelques infos là-dessus, si c'est une mode contemporaine, éclairez-moi de vos lumières, parce que je dois dire que même le théâtre que j'ai pu lire, c'était généralement des pièces de théâtre plutôt classiques, donc je ne suis pas vraiment familière avec ce genre de choses-là. Concernant les influences, on sent quand même qu'il y a des influences assez diverses, qui sont parfois clairement citées dans le livre, mais je dirais que c'est un peu entre quelque chose de réaliste et d'absurde à la fois, et où on est, en tant que lecteur, on se retrouve dans un entre-deux où on ne sait plus ce qu'il faut croire, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui est fictif. Quelque chose qui revient aussi assez souvent dans le livre, ce sont les fantômes, qui sont là, parfois réellement là, qui communiquent avec les humains, qui sont soit ignorés, soit entendus. Et je pense que ça fait écho à donc, cette histoire d'enfermement de personnes qui sont socialement mortes. En fait, peut-être que je vais trop loin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été un peu déçue de ne pas trouver de source, de ne pas trouver d'analyse par rapport à ce livre-là. C'est quelque chose d'assez contemporain. Il a été publié en 2010, je crois. 2002, date au Japon, et 2009, mon édition, Les Solitaires Intempestifs. Donc j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Et c'était un petit peu dommage, parce que du coup, il y a j'ai certaines pistes d'analyse, notamment pour la fin, dont je ne vous parlerai pas, j'ai pas envie de spoiler. Mais j'ai plusieurs analyses possibles, plusieurs idées d'interprétation, mais j'ai rien trouvé qui pouvait soit me donner de nouvelles
interprétations possibles, soit confirmer, soit infirmer certaines de mes idées, donc ça c'était un peu dommage. Ce qui serait, je pense, intéressant, c'est de le voir en vrai, et surtout cette pièce-là, parce que il y a certaines pièces où, bon, bien sûr toutes les pièces de théâtre, c'est toujours mieux de les voir en vrai, mais là on sent vraiment que l'auteur avait une vision très très claire de la mise en scène, et même moi en tant que lectrice, j'avais vraiment cette très claire notion de à quoi ça devait ressembler. J'ai vu certaines photos sur internet et ça correspondait assez bien à la vision que j'en avais, donc je pense que la mise en scène fait vraiment complément de l'intrigue. Est-ce qu'on peut parler d'intrigue dans une pièce de théâtre, mais fait vraiment complément au texte. Le dernier livre pour ce bilan, ce sera Journaux des dames de cour du Japon ancien, et vous allez me dire, mais le suspense nous tue. Qu'est-ce que ce livre? Ce sont les journaux de dames de cour du Japon ancien. Le suspense... Bref, peu importe. Donc ce sont des journaux, comme le titre l'indique, de trois femmes. De Sarashina. Alors Sarashina, il me semble que c'est le lieu, parce qu'on ne connaissait pas le nom de cette femme-là. Et ce qui est incroyable, c'est que dans l'introduction de cette édition, je ne sais pas s'il y a plusieurs éditions, mais l'introduction est super bien faite, pas trop longue, mais pourtant on a vraiment plein d'informations sur le contexte qui sont vraiment utiles. Et ils expliquaient que donc cette dame de Sarashina, c'est pas son nom, c'est le nom d'un lieu où on pense qu'on l'a trouvé, mais on n'est pas complètement sûr. Et apparemment on connaît le nom de certaines personnes de sa famille. Il me semble qu'on connaît le nom de son père, mais on connaît pas son nom à elle. Donc je dis, c'est quand même incroyable ça. Mais bon. Le deuxième journal de Murasaki Shikibu, et la dernière qui était poète, d'après ce que j'ai compris, qui s'appelait Izumi Shikibu. J'ai beaucoup aimé ce livre, très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Forcément, vu l'époque, le pays, etc. Il me semble que l'époque, ça se situe aux environs de l'an 1000, un peu avant, un peu après, selon les récits, et puis ça s'étend sur une période quand même assez longue. Au niveau de la langue, c'est pas un niveau de langage compliqué, c'est une langue assez simple, mais je ne sais pas si je dirais que c'est forcément un texte accessible. En tout cas, pour certains poèmes, j'ai été bien contente d'avoir des explications, parce que moi j'aurais pas compris. Mais j'ai vraiment savouré, c'est pas un livre avec une grande intrigue, avec des événements qui se passent incroyables, ça et là, il se passe ça et là. Non, c'est quelque chose de très calme, où il faut prendre le temps pour se concentrer, pour apprécier le style, pour apprécier une élégance qui se retrouve autant dans le contexte que dans le style. Donc c'est plutôt ce genre d'atmosphère-là. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de comparer ça aux mémoires qu'on peut lire, aux mémoires contemporaines qu'on peut lire à notre époque contemporaine, forcément, où on sent vraiment dans ce recueil de journaux-là une forme de pudeur et une construction qui est vraiment tout à fait différente, parce que je ne sais pas exactement quel est le contexte dans lequel ces femmes ont écrit, mais aujourd'hui on sait qu'on peut écrire avec un but de faire passer un message, on sait qu'on peut être publié, qu'il y a des moyens. Donc je pense que le processus même d'écriture est tout à fait différent, et ça mène à un résultat qui est tout à fait différent, même indépendamment de certains codes, parce que forcément, bon, beaucoup de mémoires aujourd'hui, pourquoi on lit des mémoires? Parce qu'il y a un certain message, il y a quelque chose qui est intéressant, que ce soit des questions sociales, que ce soit beaucoup de mémoires maintenant sortent par rapport à des violences sexuelles que les personnes ont vécues, que ce soit qu'est-ce qu'on a d'autre, une révélation par rapport à son orientation sexuelle, etc. Donc ce sont vraiment des mémoires où on attend que l'auteur écrive sans filtre. Où là ça aurait été totalement déplacé forcément dans ce contexte et dans cette époque-là.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé sentir les personnalités très différentes de ces trois femmes. Je vous laisse découvrir le livre pour voir vraiment à quel point elles sont différentes, à quel point leurs mentalités sont différentes, les choses sur lesquelles elles se concentrent sont différentes. Donc on a trois récits qui nous amènent dans des directions vraiment différentes que personnellement j'ai beaucoup appréciées. Et oui, j'ai apprécié être plongée dans quelque chose de, premièrement au niveau littéraire, de différent, mais aussi dans un contexte, dans une époque et dans une culture qui était très différente. Donc je conseille, si vous aimez ce genre de récit peut-être un peu plus lent, un peu plus... où il y a quand même une certaine forme de distance, il faut garder à l'esprit que c'est pas un journal mémoire contemporain. J'ai fini de manger et je vous ai présenté donc tous les livres du premier bilan. Je vais essayer de revenir assez rapidement vers vous, le plus rapidement possible pour la deuxième partie du bilan. Je vais voir si je l'organise peut-être un petit peu de façon différente. En tout cas, sans trop vous donner de détails parce que j'ai pas spécialement envie forcément de donner trop de détails. Si j'étais absente le mois dernier, c'est parce que j'ai eu pas mal d'entretiens d'embauche et que j'ai trouvé un travail. Bon bref, j'ai trouvé un travail, je commence demain. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la travailler. Donc je suis très très contente. Il me tarde demain d'y aller. Je suis un peu... c'est un mélange entre la joie et l'angoisse. Peut-être pas l'angoisse, mais un petit stress quand même de commencer un premier emploi à temps plein vu que j'ai terminé mes études il y a plusieurs mois, enfin il y a quelques mois. Et ouais, en tout cas, je suis très très contente de ce que j'ai trouvé. Je suis très très contente de rencontrer quelques-uns. Bon, je vais rencontrer ma chef demain. Je sais pas trop comment ça va se passer avec les autres parce que à cause de la situation en ce moment du corona, du confinement, on n'est plus trop en confinement, mais c'est un peu compliqué en Allemagne. Là, les gens sont pas forcément au bureau parce qu'il y a un nombre limité, donc je vais pas pouvoir rencontrer tout le monde déjà, donc ça me... C'est pas que je suis triste, mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé rencontrer quand même tous mes nouveaux collègues et... Enfin bon, bref, on fera ça plus tard. Et on verra, c'est vrai que ça ajoute quand même un petit niveau aussi de stress de me dire que du coup, parce que demain je serai au bureau pour que ma chef puisse me donner des informations de base, mais je sais pas si je vais y retourner les autres jours, je crois pas. Donc ça va être beaucoup travailler de chez moi. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'avais imaginé pour commencer un travail, mais bon, on peut pas vraiment faire grand chose concernant la situation actuelle. Tout ça pour dire que, étant donné que je vais travailler à temps plein, donc temps plein en Allemagne c'est 40 heures. Oui, c'est plus qu'en France, enfin ça dépend ce que vous faites. Mais il va falloir que je vois comment je m'organise pour quand même garder un rythme un peu quand même soutenu, plus soutenu qu'une vidéo par mois. J'aimerais bien quand même au moins en faire 2 par mois. Donc on verra. Donc c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. Quand même une bonne nouvelle, je suis très très contente. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, concernant que je vous aurai donné quelques idées de livres, que vous pourrez peut-être refaire cette recette à la maison si j'ai pas trop mal expliqué. Et sur ce, je vous dis donc à une prochaine vidéo.